En 1968, un groupe de cambrioleurs a commis l'impensable. Braquer la maison du parrain le plus intouchable de Chicago, Tony Accardo. Comment un simple cambriolage a-t-il pu déclencher l'une des plus sombres vagues de violence de l'histoire de la mafia? Dans les faubourgs de Chicago, au bord des rails et des fumées d'usines, un enfant vient au monde le 28 avril 1906. Les registres de la ville écrivent son nom en lettres sages, Antonino Leonardo Accardo. La rue, elle, ne garde que le futur de ce nom. Car ce nourrisson qui pousse son premier cri sous le ciel gris de l'Illinois, ce n'est pas seulement un fils d'immigré, c'est une graine de destin. Et Chicago, dans les années 1920, est un sol où les graines de violence poussent vite. Les années passent. Le garçon grandit au milieu du tumulte. La prohibition fait couler l'alcool en secret et le sang au grand jour. Les voitures filent dans la nuit, les mitraillettes bavardent sous les réverbères, les entrepôts ferment leurs portes sur des stocks d'alcool clandestins et des caisses de billets. Là, parmi les silhouettes pressées, un jeune homme s'avance, le regard ferme, les épaules déjà lourdes d'ambition. Il porte le nom d'Accardo et la ville commence à le remarquer. Il entre dans l'ombre d'un autre nom, immense, tonitruant, qui domine Chicago comme un orage, Al Capone. Autour de Capone, les hommes se battent, tuent, encaissent, ils obéissent. Antonino, lui, apprend vite. Il n'est pas seulement une paire de bras, il écoute, il observe, il comprend la peur dans les yeux des autres, la manière de la faire naître, puis de la tenir serrée, comme une laisse invisible. Dans les rapports du FBI, bien plus tard, dans les dossiers jaunis des criminologues, on fixe ces années comme le début de son ascension au sein de l'outfit de Chicago. Dans les ruelles, on n'a pas besoin de dossier. La rumeur suffit. Le gamin devient homme de main. Les fusillades des années 1920, les règlements de compte, les convois d'alcool, il y prend part. Son surnom naît comme naissent les légendes, sur une plaisanterie macabre, murmurée, répétée, déformée. Joe Batters, Joe au bat. Un surnom qui claque comme un coup de bois sur un crâne. Un autre sobriquet s'ajoute, plus tard, Big Tuna. Une ironie lourde comme un filet plein de poissons. Accardo accepte ces noms, les laisse flotter au-dessus de lui, tranquille. Parce qu'il sait que derrière le masque des sobriquets se construit patiemment un autre rôle, plus vaste. Le temps fait son œuvre. La Seconde Guerre mondiale embrase le monde. Pendant que les armées marchent en Europe et dans le Pacifique, Chicago garde ses propres fronts. L'outfit change, se réorganise. Les anciens tombent, se retirent, disparaissent dans la tombe ou les prisons. Accardo, lui, ne disparaît pas. Il monte, doucement, inexorablement. À la fin de la guerre, alors que les soldats rentrent sous les banderoles et les fanfares, un autre chef prend forme dans l'ombre. Tony Accardo devient le dirigeant de fait de l'outfit. Les dossiers fédéraux, ouverts des décennies plus tard, montrent son nom dans les rapports, les organigrammes secrets, les fiches laborieuses des agents. Les audits du Sénat américain, les commissions aux tables chargées de dossiers, prononcent son nom à voix grave. On cite l'outfit de Chicago, on détaille ses affaires, on désigne ses chefs. Toujours dans les auditions, une silhouette revient, Accardo. On le montre du doigt, sans réussir à l'enchaîner. Car le nouveau maître de l'outfit ne se laisse pas saisir facilement. Dans les années 1950 et 1960, il commence à se retirer des opérations quotidiennes, en façade du moins. Il laisse d'autres noms prendre la lumière toxique de la direction visible. Sam Giancana, plus flamboyant, plus bavard avec la rumeur. Puis, plus tard, Joseph Ayupa et d'autres figures. Eux apparaissent. Lui reste. Derrière. Au-dessus. Dans une zone grise où l'influence se mesure non par les titres, mais par les silences qu'elle impose. Les criminologues parlent de consigliere, d'autorité suprême dans l'ombre. Les agents du FBI, dans leurs notes, emploient d'autres termes,
plus sec, mais l'idée est la même. Accardo n'a plus besoin d'être officiellement chef pour être obéi. C'est un ancien, un arbitre invisible. Il dit peu, il décide beaucoup. Les hommes de l'outfit, eux, ne discutent pas ces nuances de vocabulaire. Ils savent. Dans leur monde, son nom reste une consigne. Ne pas le défier. Ne pas l'atteindre. Ne jamais, surtout, toucher à ce qui lui appartient. Les années 1970 arrivent. Le visage d'Accardo se marque de rides, ses cheveux blanchissent, mais ses dossiers, eux, ne pâlissent pas. Au FBI, des armoires entières alignent son nom sur des couvertures épaisses. Des rapports de filature notent, jour après jour, ses déplacements. Des photos noires et blancs capturent sa silhouette au sortir de restaurants, de clubs, de maisons. Des écoutes traquent sa voix. Des agents restent des heures dans des voitures anonymes, à observer ses résidences, à noter les visiteurs, les plaques d'immatriculation, les heures de lumière derrière les rideaux. Et pourtant, malgré ces montagnes de papier, malgré ces nuits de surveillance, une constante intrigue procureur et journaliste. L'homme, présumé chef de l'une des plus redoutables organisations criminelles des États-Unis, échappe aux grandes condamnations pour meurtre ou racket. Des décennies de soupçons, de preuves fragmentaires, d'indices convergents. Mais pas de coup fatal. Les procès passent, des lieutenants tombent, des pontes sont envoyés derrière les barreaux. Accardo, lui, reste dehors. Il paie des amendes, affronte quelques ennuis fiscaux, mais son nom n'est pas gravé dans les registres des condamnés pour les crimes qu'on lui prête. C'est ce paradoxe qui forge sa légende. Un homme omniprésent dans les archives, absent dans les verdicts. Les autorités le décrivent comme une figure centrale de la mafia de Chicago. Les commissions sénatoriales inscrivent sa présence dans les procès-verbaux. Mais, chaque fois que la justice s'avance, le vide se creuse entre les soupçons et la preuve ultime. Intouchable. Le mot revient, dans les couloirs de la police, dans les articles de journaux. Il s'attache à lui comme une armure invisible. À l'ouest de Chicago, dans le comté de Cook, une banlieue se déploie sous les arbres, River Forest. De larges avenues, des pelouses bien tondues, des façades cossues. Une tranquillité bourgeoise. Mais derrière l'une de ces façades, derrière un portail, une allée, se tient une maison particulière. Les documents fiscaux, les articles de la presse locale et nationale la nomment clairement. C'est la résidence de Tony Accardo dans les années 1970. La maison ne se donne pas en spectacle. Ce n'est pas un palais de cinéma, pas une extravagance criarde. C'est une grande demeure, solide, confortable, dans un quartier aisé. Mais pour ceux qui savent lire les signes, elle est beaucoup plus qu'un simple foyer. Les journalistes la citent comme un symbole de la fortune accumulée par Accardo. Les voisins voient entrer et sortir des voitures discrètes, des silhouettes au visage fermé. Les enquêteurs, eux, l'inscrivent sur leur plan comme un lieu stratégique. Une place où des membres de l'outfit se rencontrent, discutent, serrent des mains. Les rapports du FBI la décrivent comme un point de convergence, un nœud de relation. Dans la mémoire des hommes de l'outfit, cette maison devient autre chose encore, un sanctuaire. Elle est la demeure de l'ancien, du conseiller suprême. Y entrer invité, c'est un honneur. Y pénétrer sans y être autorisé, c'est un sacrilège. Les enquêteurs, plus tard, se souviendront de ces mots, glanés au détour de confidences, de fils de discussion, de conversations coupées nettes. Personne, dans l'outfit, ne doit menacer ou profaner la maison d'Accardo. C'est une règle tacite, plus forte que beaucoup d'ordres écrits. À la fin des années 1970, le monde extérieur change. Les États-Unis affrontent des crises économiques, des scandales politiques, de nouvelles violences. Dans les casinos de Las Vegas, des flux d'argent disparaissent dans des circuits invisibles. Dans les bureaux des syndicats, notamment les Teamsters, des signatures se vendent, des retraites se jouent sur des tables invisibles. Partout, derrière ces mouvements, une présence se dessine, l'outfit de Chicago. L'organisation criminelle ne se contente plus des jeux illégaux de quartier, des paris clandestins ou des petits prêts usuraires. Elle infiltre des syndicats,
participe au siphonnage des revenus de casinos lointains, met la main sur des circuits légaux qu'elle tord à son profit. Les rapports fédéraux le constatent. Les commissions du Congrès s'alarment. Le ministère de la Justice multiplie les enquêtes. Les noms d'Accardo, d'Ayupa, d'autres lieutenants circulent dans les mémos. Les agents du FBI voyagent entre Chicago, Las Vegas, Washington. Ils relient les fiches, alignent des tableaux de noms, de dates, de transferts d'argent. Dans les rues de Chicago, la violence ne s'apaise pas. Les années 1970 sont encore marquées par des homicides ciblés. Des corps apparaissent dans des voitures abandonnées, dans des ruelles, au bord des rivières. Certains sont des membres de l'outfit, d'autres des associés, d'autres encore des hommes qui ont simplement approché de trop près les circuits de l'argent ou des jeux. La presse de Chicago, Tribune, Sun-Times, rapporte ces morts avec un mélange de routine et de crainte. Ce sont des faits divers. Ce sont aussi des signaux. L'organisation nettoie, ajuste, sanctionne. Dans ce paysage tendu, l'outfit ressemble à un animal sous pression. Les autorités fédérales resserrent l'étau, les rivalités internes couvent, des hommes s'agitent pour défendre leur part, leurs secrets. Et, au centre de cette toile, même retiré, même silencieux, se tient encore le vieil Accardo. Les enquêteurs le savent. Ils continuent à le surveiller. Chaque mouvement autour de lui prend une importance particulière. Chaque incident lié à son nom devient un signe, une possible faille, un éclair dans la nuit. River Forest, pour lui, est plus qu'une adresse. C'est un symbole. La maison représente la réussite criminelle devenue respectabilité apparente. À l'extérieur, une villa paisible dans un quartier protégé. À l'intérieur, la preuve matérielle que des décennies de manœuvres et de crimes supposés ont porté leurs fruits. Cette demeure signifie « Accardo a survécu »,« Accardo a gagné ». Il s'est élevé des trottoirs de Chicago aux pelouses bien entretenues de la banlieue aisée. Dans la culture de l'outfit, cette maison incarne aussi sa sécurité. Tant qu'elle demeure inviolée, l'image de l'ancien reste intacte. Dans les années qui précèdent 1978, rien ne vient ternir cette impression. Aucun rapport sérieux, aucune source digne de confiance ne signale le moindre cambriolage connu, le moindre affront direct contre la maison d'Accardo à River Forest. Les journaux racontent d'autres vols, d'autres fusillades. Pas d'effraction ici. Les archives restent muettes sur ce point. La demeure semble protégée par plus que ses murs, par la réputation de son propriétaire. Autour d'elle, pourtant, la vigilance ne faiblit pas. La police de Chicago, la police de River Forest, le FBI, tous gardent un œil sur cette adresse. On note les patrouilles, on enregistre les voitures qui s'arrêtent trop longtemps, on surveille les mouvements nocturnes. Dans ce climat, tout incident visant directement la propriété d'Accardo serait une alarme, une anomalie majeure. Un signal à la fois pour la police et pour le milieu. Car les enjeux dépassent largement la valeur marchande de ce qui se trouve à l'intérieur. Cambrioler la maison d'un chef mafieux de ce rang, ce n'est pas seulement commettre un vol. C'est lancer un défi à un système entier. C'est jeter une pierre contre un miroir taillé par des décennies de peur, de respect forcé, d'omerta. C'est dire, par un geste, que l'intouchable peut être atteint, que ces murs ne suffisent plus. Et cela, dans la culture de l'outfit, relève de la folie pure. Les analystes du crime organisé, plus tard, le répéteront dans leurs ouvrages, leurs articles. Une telle effraction, contre un dirigeant de ce niveau, ne peut être perçue que comme un affront symbolique d'une gravité extrême. Même si les cambrioleurs, ce soir-là, ne pensent qu'à l'argent, aux bijoux, aux objets de valeur, ils touchent en réalité à quelque chose de bien plus dangereux, le prestige d'Accardo, son aura de sécurité absolue. Au seuil de janvier 1978, la tension est donc là, invisible, prête. Les archives fédérales bouillonnent sous les fermoirs des classeurs. Les rues de Chicago portent encore l'odeur du sang des dernières exécutions. Les casinos de Las Vegas continuent de perdre de l'argent dans des poches noires. La maison de River Forest, elle, se dresse dans le froid de l'hiver, silhouette tranquille derrière ses arbres nus. Personne, dans les sources de l'époque,
ne signale encore la moindre effraction. Aucun rapport ne mentionne un cambriolage. La résidence d'Accardo demeure un sanctuaire inviolé, observé de loin par les autorités, vénéré en silence par le milieu. Et pourtant, dans les jours qui viennent, cette façade va se fissurer. Car en ce mois de janvier 1978, quelqu'un, ou plusieurs, décide de franchir la ligne interdite. La date exacte ne se grave pas clairement dans les journaux. Les articles, plus tard, parleront simplement de janvier 1978. Mais le lieu, lui, ne laisse aucun doute. La résidence de Tony Accardo à River Forest, identifiée par la presse comme sa maison principale, devient soudain une scène de crime. Une effraction, un cambriolage résidentiel. Des intrus franchissent le seuil, violent la frontière sacrée. À l'intérieur, ils ne viennent pas les mains vides. Ils prennent des bijoux, de l'argent liquide, d'autres objets précieux dont la liste complète ne sera jamais rendue publique. Les sources journalistiques évoquent un butin, sans l'énumérer entièrement. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui disparaît, c'est le geste, fouiller des tiroirs d'un chef, ouvrir ses coffres, toucher ses biens, renverser son ordre. Comment l'effraction se déroule-t-elle, minute après minute? Les archives se taisent. Pas de chronologie précise, pas de récit détaillé de l'entrée, de la durée, du départ. Les documents déclassifiés, les livres, les articles, convergent sur le fait même du cambriolage, mais se taisent sur les détails techniques. On ne sait pas si la porte cède sous un pied, si une fenêtre se brise, si un verrou cède en silence. On sait seulement que, dans le froid de ce mois de janvier, des silhouettes non autorisées parcourent les pièces où, d'ordinaire, règne le calme et la certitude. La découverte du crime n'offre pas plus de clarté. Est-ce un occupant, un membre du personnel? Les sources s'arrêtent à une constatation sèche. Le cambriolage est découvert et signalé aux autorités. Quelqu'un, devant la porte fracturée, les tiroirs ouverts, les coffres vidés, comprend l'ampleur de l'incident. Et ensuite, un téléphone sonne. La police de River Forest est avertie. L'onde de choc commence à se propager. Les agents locaux arrivent, notes et appareils en main. Là où, d'ordinaire, ils patrouillent des rues calmes, ils se trouvent soudain au cœur d'une affaire qui les dépasse. Car ce n'est pas n'importe quelle maison, pas n'importe quelle victime. Ils le savent. Ils entrent pourtant, suivent les procédures, ils constatent la scène, examinent les bris, les traces. Ils cherchent des empreintes, des signes de passage. Ils établissent un inventaire, aussi précis que possible, des biens volés. Ils ouvrent un dossier. Le cambriolage devient, administrativement, une affaire parmi d'autres, en apparence. Mais déjà, la nouvelle court. Dans les rédactions de Chicago, des regards se lèvent, surpris. La maison de Tony Accardo, cambriolée. Le fait est exceptionnel. Il brise une sorte d'accord tacite entre la peur qu'inspire l'outfit et la prudence des prédateurs ordinaires. Cambrioler n'importe quelle demeure cossue de River Forest est risqué. Cambrioler celle-ci relève d'une autre catégorie. Les journalistes spécialisés le notent, le soulignent. Dans le milieu, la réaction n'est pas consignée dans des archives publiques. Elle se lit dans les silences, les regards, les conversations coupées. Mais plus tard, enquêteurs et journalistes la reconstituent, à demi-mot. Un tel acte, dans la culture mafieuse, est perçu comme une insulte majeure, une atteinte à l'autorité, un message que personne ne peut laisser sans réponse. L'outfit n'est pas seulement une entreprise criminelle, c'est un ordre symbolique. Et quelqu'un vient d'y cracher en plein centre. Tony Accardo, lui, ne se répand pas dans les journaux. Aucune déclaration publique, pas d'interview, pas de communiqué. Rien, dans les sources principales, ne garde la trace de ces mots à ce sujet. L'homme qui, toute sa vie, a esquivé les flaques de lumière médiatique, reste fidèle à sa méthode. Il laisse parler les autres. Il laisse aussi, peut-être, d'autres forces se mettre en marche. L'affaire, officiellement, suit son cours. La police de River Forest ouvre une enquête. Les procédures se mettent en place. Les agents interrogent, comparent, compilent. D'autres services à Chicago s'y intéressent. Le FBI, déjà saturé de dossiers Anthony Accardo, ne peut ignorer un incident impliquant un tel personnage. Même si le cambriolage relève de la compétence locale,
l'agence fédérale observe. Elle ajoute des notes, des recoupements, des questions. Qui a osé? Pourquoi maintenant? Sur la scène de crime, les indices matériels sont recueillis. Des empreintes peut-être, des fibres, des marques d'effraction. Mais rien dans les publications accessibles ne précise leur nature exacte, leur nombre, leur valeur. Il n'existe pas de liste nominative complète rendue publique des suspects formellement identifiés dès les premiers jours. Les articles contemporains restent flous. On parle de pistes, de cambrioleurs professionnels, d'individus liés au milieu criminel. Mais aucun nom précis ne s'impose dans les semaines suivantes. Dans les journaux, l'histoire prend place. La presse locale de Chicago, les grands titres nationaux, relatent l'événement comme un fait divers d'exception. On rappelle la réputation d'Accardo, son statut, son passé avec l'outfit. On souligne le risque insensé qu'implique le fait d'entrer chez lui par effraction. Certains articles évoquent la culture de représailles de l'outfit. Ils n'affirment pas encore de lien précis. Ils suggèrent. Ils décrivent un climat. Dans ce monde-là, un affront ne reste jamais longtemps sans réponse. Dans les couloirs des commissariats, dans les bureaux du FBI, des voix s'élèvent, anonymes ou identifiées, reprises plus tard dans des ouvrages, des reportages. Cambrioler la maison d'un chef mafieux, disent-elles, c'est jouer avec sa propre vie. C'est une imprudence qui se paie cher. On ne parle pas encore de cadavres, pas encore de représailles visibles. Mais déjà, les enquêteurs, habitués aux mécaniques de l'outfit, pressentent que ce cambriolage ne restera pas un simple dossier de vol. Les mois passent. Rien dans les archives publiques n'indique une issue claire et nette à l'enquête initiale. Pas de procès-spectacle, pas de condamnation retentissante des cambrioleurs identifiés et jugés pour avoir visé la maison d'Accardo. L'histoire, du point de vue judiciaire strict, reste inachevée. Le cambriolage est confirmé. Les suites pénales directes se perdent dans les ombres. Pourtant, un autre récit se tisse, plus sombre. Dans les années qui suivent janvier 1978, plusieurs individus impliqués dans des cambriolages ou des vols de haut niveau à Chicago sont retrouvés morts, assassinés dans des conditions brutales. Les ouvrages et articles spécialisés, se penchant plus tard sur ces enchaînements, voient dans cette série d'homicides un écho sinistre du cambriolage de River Forest. Des enquêteurs et procureurs cités dans ces sources suggèrent alors un lien. Certains homicides, disent-ils, peuvent être interprétés comme des représailles de l'outfit, une vengeance froide pour l'affront subi par Accardo. Mais ce ne sont que des conclusions d'enquêteurs, appuyées sur des recoupements de dates, de profils, de méthodes. Pas des aveux, pas des jugements définitifs. Aucun tribunal ne condamne Accardo pour avoir ordonné ces meurtres. Aucun verdict n'inscrit noir sur blanc un lien juridique établi entre le cambriolage de janvier 1978 et ses morts violentes. Le vieux chef demeure, aux yeux de la loi, extérieur à ces bains de sang supposés. Encore une fois, son nom flotte entre rumeurs et preuves, entre convictions des policiers et silence des tribunaux. Dans la perception publique, pourtant, l'image d'Accardo se renforce. Le cambriolage, loin de l'affaiblir, ajoute une couche à la légende. Il apparaît désormais comme un homme qui, même à un âge avancé, même officiellement retraité, reste au cœur du cyclone. Sa maison, violée un soir d'hiver, devient le point de départ d'un récit où la vulnérabilité apparente d'un vieux chef se teinte aussitôt de la menace d'une riposte invisible. Dans les portraits rétrospectifs, les journaux rappelleront souvent cet épisode, l'un des rares moments où Tony Accardo apparaît en victime d'un crime. Une victime dont on murmure aussitôt qu'elle ne pardonne jamais. Les années 1980 s'ouvrent, les grandes affaires fédérales s'intensifient. Les liens entre l'outfit, les Teamsters, les casinos de Las Vegas sont disséqués devant les juges. Des dirigeants tombent, des procès dévoilent des circuits de skimming, ces prélèvements illégaux sur les revenus des casinos, qui enrichissent les caisses de la mafia. Dans ces dossiers, le cambriolage de 1978 n'occupe pas le devant de la scène. Il plane en arrière-plan, comme un événement parmi d'autres dans la longue histoire de l'outfit. Mais les rapports du FBI, les travaux universitaires sur le crime organisé, le mentionnent comme un exemple éclairant. Voici comment l'outfit réagit lorsqu'on touche au prestige d'un de ses anciens chefs. Au fil du temps, la figure d'Accardo se fige. Il continue à vivre dans la région de Chicago, dans ou autour de River Forest. Les surveillances se poursuivent. Les agents notent encore ses mouvements.
Mais aucun verdict majeur ne vient inscrire, noir sur blanc, son nom à côté de représailles liées au cambriolage. Les soupçons restent, les histoires circulent, la justice, elle, ne les transforme pas en condamnation. Le 22 mai 1992, à Chicago ou dans ses immédiats environs, la vie de Tony Accardo s'achève. Les registres l'indiquent, mort de cause naturelle. L'homme qui traverse presque un siècle de crimes organisés sans tomber pour meurtre ni racket à la mesure des soupçons, meurt dans son lit, pas dans une ruelle. Les journaux publient des nécrologies, des rétrospectives. On déroule son parcours, des rues de Chicago sous Capone jusqu'au fauteuil feutré du pouvoir mafieux. Et, presque toujours, un épisode revient. Le cambriolage de River Forest, en janvier 1978. Comme si cet affront, et la rumeur de ce qui l'a déclenché, résumait en une scène la nature du personnage. Aujourd'hui encore, pour qui ouvre les archives, l'histoire conserve une forme précise. Le cambriolage de la maison de Tony Accardo à River Forest, en janvier 1978, est un fait établi. Des sources journalistiques concordantes, des ouvrages sur l'outfit, des dossiers du FBI en attestent. La maison a été violée, des biens ont été volés. L'onde de choc a traversé la police, la presse, le milieu criminel. Mais au cœur de cette certitude, un noyau d'ombre persiste. Les détails précis de l'effraction, l'heure, le mode d'entrée, la durée, l'identité formelle des auteurs, échappent au regard public. Aucun procès consacré exclusivement à ce cambriolage n'a mis en lumière, sous serment, le déroulement exact de la nuit. Les noms des cambrioleurs, si la police les a un jour tenus, ne s'imposent pas dans les archives disponibles. Les meurtres qui suivent, violents, ciblés, restent juridiquement séparés de cet événement, même si tant d'enquêteurs les relient en esprit. Reste alors une image, nette, frappante, celle d'un vieil homme, chef présumé, figure intouchable, dont la maison, un soir de janvier, cesse de l'être. Pendant quelques heures, des mains étrangères fouillent ses tiroirs, glissent ses bijoux dans des poches, repartent avec son argent. Pendant quelques heures, l'armure de son intouchabilité se fissure. Puis, dans les jours, les mois, les années qui suivent, d'autres mains se mettent en mouvement. Des hommes tombent, des corps apparaissent, une peur nouvelle s'installe. Dans l'histoire du crime organisé à Chicago, cet épisode occupe une place singulière. Il marque le point où la vulnérabilité apparente d'un chef mafieux, victime d'un simple cambriolage, se trouve aussitôt contrebalancée, dans les récits policiers et médiatiques, par la conviction d'une riposte implacable de l'outfit. Entre ce qui est prouvé et ce qui est seulement cru, entre les faits consignés et les silences, se dessine la silhouette de Tony Accardo. Et sa maison de River Forest, cambriolée une fois, reste comme un totem brisé, dont l'éclat attire encore les regards, longtemps après la mort de son propriétaire.